皆さん、こんにちは。任天堂の開発の責任者をしております高橋です。いつも任天堂のゲームをプレイしていただき、私たちが納得できる品質でないなら、それは自信を持ってお届けできませんし、ファンの皆様の期待にお応えすることもできません。私たちはこの決断を軽々しく行ったわけではありません。開発を最初からやり直すことに近いことになりますので、任天堂とレトロスタジオを代表して本件につきましてどうかご理解いただけますよう心からお願い申し上げます。ありがとうございました。2025 est une année de 365 jours qui s'est écoulée entre l'année 2024 et l'année 2026. Année de la chute de Bachar el-Assad, des ouragans Mélissa et Garance, ainsi que des procès de Marine Le Pen et Nicolas Sarkozy en première instance. C'est aussi l'année de la fin du gouvernement Bayrou, du début du gouvernement Lecornu, de la fin du gouvernement Lecornu, suivi du redébut du gouvernement Lecornu, en espérant qu'il n'y a pas un remaniement ministériel, voire une dissolution de l'Assemblée nationale entre le moment où je tourne cette vidéo et le moment où je la sors. 2025, c'est aussi une année avec une actualité pas très réjouissante, comme la poursuite de la guerre en Ukraine, ainsi que le massacre des Palestiniens et des Soudanais. 2025, c'est l'année qui aura vu le décès de Catherine Laborde, de Thierry Ardisson, de Jimmy Cliff, de NRJ12, de Gene Hackman, de Val Kilmer, du Pape François, de David Lynch, de Rob Reiner, ainsi que de tout un tas de gens que j'oublie. Mais ça n'est rien face à la mort d'une actrice de renom, une actrice comme le cinéma français n'en fait que très rarement une star mondiale adulée et qui va beaucoup me manquer, l'actrice Émilie Dequesne. 2025, c'est aussi l'inauguration du premier téléphérique d'Île-de-France et ça n'est pas l'année la plus chaude jamais vécue. Voilà, pour une fois, ça n'est pas le cas, mais on va pas pérorer pour autant, c'est quand même la 4e année la plus chaude en France et la 2e année la plus chaude au niveau mondial. Enfin, pour l'instant. Mais heureusement, en 2025, on a eu des mèmes internet, mais c'était très particulier. Après des années à faire des tops, cette année je rechange une nouvelle fois ma formule pour une vidéo structurée en chapitres, avec néanmoins un top à la fin. Et j'ai plusieurs raisons à cela. La première, c'est que c'était une année assez particulière. En effet, je n'ai pas fait de vidéo qui parlait des mèmes durant l'année. J'en ai fait une sur les mèmes de 2024, une qui ne parlait pas de mèmes du tout, et une sur les mèmes de 2015. Du coup, il n'y a eu aucune vidéo sur les mèmes actuels, et du coup, cette vidéo, elle va devoir vous expliquer plein de mèmes, ce que je n'ai pas pu faire au courant de l'année. Alors, je suis désolé s'il n'y a eu que 3 vidéos dans l'année. Et le problème est que j'ai dû trouver une activité à côté de celle de ma chaîne. Et en plus, il me fallait du temps aussi pour m'occuper de mon fils. Ce qui faisait qu'il n'y avait plus vraiment la place pour faire des vidéos. D'ailleurs, je remercie tous les gens qui ont continué à me soutenir cette année sur Patreon et Tipeee. Sans vous, je crois que j'aurais tout simplement abandonné la chaîne. Et ensuite, parce qu'on est sur une année assez polémique. Et ça se voit quand on voit d'où viennent les mèmes les plus populaires de l'année. Depuis l'an dernier, je me suis lancé dans un travail de statistique consistant à prendre les mèmes les plus populaires d'une année et de noter de quelle plateforme ils venaient afin de voir quel réseau social est privilégié par les internautes pour favoriser l'émergence d'un mème populaire. À noter que c'est une étude qui a des biais énormes, le premier étant qu'il est basé sur les votes de popularité du site Know Your Meme et qu'il ne concerne par conséquent que les mèmes populaires chez les pays anglophones. Ce que j'en retiens, c'est que Facebook et Telegram n'ont produit aucun mème marquant pour l'année et que Twitch et 4chan sont à l'origine d'un mème. Tumblr a eu 3 mèmes marquants cette année. Les mèmes populaires sont 4,64% à naître sur Reddit et 5,26% à naître sur Instagram, ce qui ne représente pas de grands changements par rapport à l'année dernière. Par contre, on a une légère remontée de YouTube qui passe de 5,45% à 7,37%.
Là où ça devient intéressant, c'est concernant le site autrefois connu sous le nom de Twitter, qui représente 17,37% des mèmes générés. Ça peut sembler énorme, mais c'est une grosse dégringolade par rapport à l'année 2024, où il générait 27,88% des mèmes les plus populaires. À vrai dire, on est grave en dessous de la moyenne de ce que ce site fait tous les ans. C'est peut-être dû à une sorte de dégoût progressif pour la plateforme, suite à la nuée de polémiques qu'elle a connue depuis son rachat. Ce qui corrobore un rapport récent qui montrait qu'en France, le site ne figurait même plus dans les 50 sites les plus visités par jour, et il n'est pas inimaginable que ce soit le cas pour d'autres pays. Après, ni Thread, ni Mastodon, ni Blue Sky n'ont généré un seul mème populaire. Mais le grand gagnant de l'année 2025, c'est TikTok, qui a généré 30% des mèmes les plus populaires de l'année, gagnant 10% par rapport à l'année dernière. Cette prédominance du site de vidéos courtes a des répercussions que l'on va voir dans le reste de cette vidéo. Bon, de façon plus prosaïque, les mèmes issus de produits et de franchises représentent 9% du total, ceux issus de l'actualité représentent 4%, ce qui est un peu en dessous de ce qu'on faisait durant la moyenne des années précédentes. Mais le plus terrible, ce sont les mèmes liés à des vidéos, des dessins ou des produits créés par IA qui représentent 10% des mèmes totaux, alors qu'ils n'en constituaient que 3% l'an passé. Et du coup, je change la formule, car on ne peut pas parler des mèmes de 2025 sans aborder deux énormes sujets dont pas mal de gens n'ont pas envie de parler, c'est-à-dire la politique et les intelligences artificielles. Et je comprends que certaines personnes n'aient pas envie d'en entendre parler. Ça fait plus de 10 ans qu'ils suivent mes recaps des mèmes, ils sont là pour se détendre, entendre parler de culture web et d'images qui font rire. Et puis l'IA, je comprends aussi que certains en aient plein la tête, surtout que c'est un sujet de plus en plus anxiogène. Mais franchement, cette année, ça va être impossible de faire l'impasse sur ces sujets. Du coup, j'ai partagé ma vidéo en 3 parties. Il y a un volet politique, il y a un volet sur les IA, et après, on revient à un bon vieux top 5 des mèmes, les mèmes que j'ai le plus appréciés de l'année et qui ne font pas partie des 2 catégories précédentes. Le tout est chapitré, comme ça, si jamais il y a un sujet que vous ne voulez pas voir, eh bien vous pouvez passer en un simple clic à la suivante. Par contre, je n'ai pas particulièrement peur pour la monétisation si j'aborde des sujets difficiles. Déjà parce que j'ai fait une croix sur la monétisation, je sais que je vais gagner que dalle sur cette vidéo, vu qu'il y a de moins en moins de gens qui me regardent, et que YouTube me pousse plus du tout en avant, vu que je fais très peu de vidéos dans l'année. Voilà. Et ensuite, parce que ma dernière vidéo, elle parlait des attentats de 2015, et elle ne s'est pas faite striker. Enfin, elle s'est pas faite striker pour ça. Par contre, elle s'est bel et bien fait striker pour 15 secondes d'extrait de catch de John Cena. Et encore 15 secondes d'extrait où il y avait ma voix off dessus. J'ai d'ailleurs encore grave le seum parce que j'ai dû faire un découpage bien dégueulasse pour que la vidéo puisse rester sur YouTube. Mais ça me fait dire, à quoi bon prendre des précautions, biper des mots, ne pas aborder certains sujets? Parce que si ça se trouve, si ça passe pas, ça sera pour un prétexte à la con. Donc voilà, je vais dire les mots, je vais parler des sujets, et on verra bien si ça plaît ou pas à YouTube. Ah si, il y a un seul sujet que je m'interdis, c'est les mèmes en lien avec d'autres youtubeurs francophones. Parce que j'en suis un moi-même de youtubeurs francophones, et je sais comment les choses se passent. Si j'en dis du bien, on va dire que je fais de la pub, que je fais de la lèche, exprès pour être remarqué, et si je dis du mal, on va dire que je fais ça pour être remarqué, mais en faisant du clash, et en faisant du drama. Donc, évidemment, je ne vais pas parler du drama Villebrequin, malgré le fait que certains voulaient vraiment que j'en parle. À vrai dire, c'est pas vraiment une perte, c'est pas une chaîne que je regardais de base, donc j'avais pas vraiment envie d'en parler. Toutefois, n'hésitez pas à me parler des mèmes qui vous ont marqué durant l'année 2025, parce que j'ai beau vouloir être exhaustif, il est tout à fait possible que j'en ai oublié une poignée, voire un camion entier. Je ne peux pas être partout à la fois, surtout cette année. Donc c'est sûr, je vais oublier des trucs. Parlez-en moi dans les commentaires, à condition d'être respectueux et plutôt gentil. Bon, je vais quand même garder mon fond étoilé et or un peu cheapos, parce que c'est une sorte de tradition. Et puis, comme le veut la tradition, on va commencer par un jingle. Vous êtes partis pour la rétrospective ? On va commencer par le truc le plus risqué.
La politique en 2025. Je n'imaginais pas qu'on allait avoir des attentats politiques où le tireur aura gravé des mèmes internet sur la balle qui a servi à tuer sa victime. Et que ça allait arriver en 2024 et aussi en 2025. La première fois avait eu lieu le 4 décembre 2024 et j'en avais fait une mention rapide dans les mentions honorables concernant les mèmes de 2024. Brian Thompson, le PDG de United Healthcare, une compagnie d'assurance médicale connue pour refuser de rembourser les soins de nombreux patients, avait été tué alors qu'il se rendait dans son hôtel de Manhattan. Sur les balles étaient écrits les mots Deny, Defend, Depose, en référence au livre Delay, Deny, Defend, consacré aux magouilles des assurances santé. S'organise alors une traque très suivie sur le net dans laquelle les internautes américains se mettent à manifester de la sympathie pour le tueur au point que la phrase Deny, Defend, Depose devienne un slogan. Le 9 décembre, le tireur présumé est arrêté. C'est un jeune homme de 27 ans nommé Luigi Mangione. L'histoire prend une telle ampleur que le mot Luigi devient ironiquement un appel à se rebeller contre les PDG, comme autrefois les images de guillotine, au point que Reddit finira par bannir en mars le terme Luigi sous prétexte de violence. Évidemment, son prénom italien va être comparé à celui d'un célèbre personnage de jeu vidéo qui va être dépeint dans des fanarts comme un violent anarchiste. C'est un résumé très condensé de l'affaire et de la réaction d'internet face à cette histoire. D'ailleurs pour moi ça rentre bien plus dans les mèmes de 2025 que de 2024, vu qu'en 2024, les gens réagissaient à peine à ce qu'il venait de se passer. Le second cas, c'est l'assassinat de Charlie Kirk, un polémiste de droite américain. Alors, Kirk, c'était pas un inconnu du monde des mèmes internet, vu qu'en tant que figure de polémiste, il était moqué à la fois sur son physique, ses arguments claqués au sol, ou ses gaffes sur Twitter. Et sa mort aura donné lieu à une salve de mèmes. Par exemple, une chanson de Spalexma, We Are Charlie Kirk, aura cartonné sur TikTok. Et évidemment, c'est une chanson créée par IA. La chanson a cartonné à la fois auprès de la droite américaine, qui était en train de remplir Internet d'images de Charlie Kirk au paradis, aux côtés de gens dont certains sont à l'exact opposé de ses opinions politiques, mais elle a cartonné ironiquement auprès d'un public agacé par les hommages envers Kirk. We Are Charlie Kirk fut qualifié de pire chanson de tous les temps et a servi pour illustrer des photomontages ironiques de visages de Kirk sur tout et n'importe quoi, au point que ce mème fut élu meilleur mème de novembre 2025 sur Know Your Meme. Mais revenons sur l'assassinat et sur ce qui était écrit sur les balles. Si les balles qui ont tué Brian Thompson étaient revendicatives, celles-ci étaient gravées de phrases ironiques comme « Oh wow, what's this? » Une phrase connue de la communauté furry, « Oh bella ciao » Hey fascist, catch. et If you read this, you are gay. LMAO. Et il y a deux manières d'appréhender ça. La première, c'est de prendre les messages au premier degré. Bon, la phrase de la communauté furry, c'est un petit peu bizarre, on peut la mettre de côté. Par contre, la chanson Bella Ciao, c'est un hymne antifasciste. La réflexion est fasciste, prends ça, elle est directement adressée à Charlie Kirk. De plus, le fait qu'il y ait des flèches, ça pouvait indiquer une référence au mouvement des trois flèches, un mouvement de résistance anti-nazi des années 30. Donc vous en concluez que c'est un antifasciste qui a fait le coup. Ou bien vous fouillez un petit peu plus le lore derrière les mèmes internet et ça devient bien plus complexe. Comme on peut le voir, les phrases sur les balles sont teintées d'ironie. Alors, reprendre une phrase de la communauté furry ou la fameuse blague sur « t'es gay, lol », ça fait surtout montre que la personne a passé énormément de temps sur internet et qu'elle en connaît les codes. Ensuite vient la chanson Bella Ciao. Depuis sa reprise par la série La Casa del Papel, c'est plus trop un truc de révolutionnaire. La chanson faisait même partie d'une playlist créée par des fans du jeu vidéo Helldivers 2. Jeu vidéo qui a un lore à la Starship Trooper où on se sert ironiquement de la lutte contre le fasciste comme d'un prétexte pour buter des gros monstres. D'ailleurs, le truc avec les trois flèches, c'est un code pour faire apparaître une bombe mortelle dans le jeu. Or, Helldivers, ça n'est pas un jeu qui est uniquement joué par des gens d'extrême gauche. C'est même un jeu très populaire en 2024 avec plein de communautés, dont une grande partie qui n'ont rien de politique. Alors du coup, l'image du militant d'extrême gauche antifasciste, il s'effrite un petit peu.
En vrai, ni Luigi Mangione, ni Tyler Robinson, le tueur de Charlie Kirk, n'ont un profil qui pourrait les catégoriser dans un camp ou dans un autre. Les deux ont navigué dans les sphères républicaines, Mangione se disait libertarien, il était fan d'Elon Musk, mais tenait un discours hostile envers les assurances santé liées notamment à ses problèmes de dos que les mutuelles ne remboursaient pas. Pour Robinson, il vient d'une famille de catholiques républicains très marqués à droite, mais avait pour colocataire une personne transgenre. C'est très confus, et d'ailleurs, ça n'est pas pour rien que cela fait des décennies qu'on emploie le terme de confusionnisme pour désigner des gens qui s'engouffrent dans un discours mélangeant à la fois de l'extrême gauche et de l'extrême droite, employant même des arguments qui peuvent être complètement contradictoires. Salut, c'est Mad Dog du montage. Je m'aperçois que ma définition du confusionnisme est un petit peu toute pétée. C'est pas tout à fait ça le confusionnisme. L'idée, c'était surtout de dire qu'on a affaire à deux profils atypiques qui n'appartiennent ni à l'extrême gauche ni à l'extrême droite. Et l'idée, c'était surtout de parler de ces meurtres sous l'angle des mèmes internet, que ce soit un meurtre dont la popularité s'est faite avec des mèmes internet, comme d'un meurtre dont la revendication s'est faite avec des mèmes internet. Voilà, alors, ce que vous pensez des meurtriers, ce que vous pensez des victimes, c'est pas trop la peine d'en parler dans les commentaires, parce que ça va juste faire des débats, j'ai pas envie que ça parte en vrille, je pense que vous aviez compris. Ceci dit, aucune de ces deux affaires n'a encore été jugée, et il est probable qu'il y ait plein d'autres éléments que l'on ne connaisse pas encore. Mais il n'y a pas qu'en gravant des balles que certains ont fait des mèmes politiques, il y a aussi des gens qui ont fait des dessins. C'était déjà le cas lors du premier mandat de Trump, et c'est le cas dans le second, ils adorent faire passer leurs messages via des mèmes viraux, ce qui est d'autant plus facilité qu'ils ont maintenant le patron de l'ex-plateforme nommée Twitter ouvertement de leur côté. On a tendance à l'oublier parce qu'on a eu le nez dessus, mais le nom de l'agence que Musk a gouverné s'intitulait Doge, afin de rendre hommage à son mème préféré. Je plains les générations futures d'historiens qui vont s'arracher les cheveux à expliquer pourquoi une photo de Shiba Inu a mené à la construction d'une agence qui a licencié de nombreux employés fédéraux en charge de l'inclusion ou de l'étude sur le changement climatique. Mais le pire, c'est que ça pourrait être presque passé comme mignon comparé aux autres utilisations de mèmes par le président des USA. Parce que très souvent, il s'agit de photos ou de vidéos destinées à moquer les adversaires politiques, les manifestants ou les gens qui sont victimes des lois passées sous l'administration Trump. Et pour le coup, je vous épargne les images, à moins d'être un fan ultime de Donald Trump, ce qui à ce jour ne constitue pas la majorité de mon public. C'est quand même un petit peu pénible de devoir le regarder en train de se vanter d'emprisonner des gens ou de jeter des hectolitres de merde à la tête de ses opposants. Après, s'il ne fallait garder qu'un seul mème politique américain de cette année 2025, autant garder celui qui a consisté à prendre la tête du vice-président américain, J.D. Vance, et à gonfler ses joues de sorte à lui donner une grosse tête de bébé, avec moult photoshopage édite de sa figure, dont certains sont devenus d'autres mèmes, comme sa tête avec une perruque bouclée ou sa tête avec un crâne chauve, ce qui le fait étrangement ressembler à un personnage du Kies. L'image est devenue tellement célèbre que le 23 juin 2025, un touriste norvégien s'est vu refuser le droit de rentrer sur le territoire des États-Unis pour le simple motif qu'il possédait une photo de ce mème sur son téléphone portable. Ce qui a amplifié le phénomène et provoqué un effet Streisand encore plus gros pour cette photo absurde. Il y a aussi ce mème autour de J.D. Vance, comme quoi il serait la dernière personne que le pape François a croisée avant de mourir, ce qui l'a dépeint un petit peu comme une sorte de chat noir, voire comme un serial killer. Et en France, me direz-vous? Eh ben pour le coup, c'est resté relativement dans les clous, c'est-à-dire du même qui va commenter ou se moquer de l'actualité politique. On a eu des mèmes de commentaires politiques avec des vannes sur l'actualité, notamment toute l'histoire du gouvernement Le Cornuin qui n'a pas duré plus de 24 heures. On a aussi parlé de Sarkozy, Nicolas qui paye en allant en prison, puis de son livre sur son expérience de 20 jours d'enfermement. On aura fait aussi plein de mèmes sur le vol des bijoux du Louvre, même si ça n'est pas très politique à première vue. Et en 2025, j'ai appris que je portais des t-shirts contestataires dans la plupart de mes vidéos. C'est-à-dire celui-là. En effet, en 2025 ont eu lieu plusieurs soulèvements en Indonésie et au Népal. Au milieu des signes brandis par les manifestants, se trouvaient aussi bien les masques de Guy Fawkes que des drapeaux avec le logo de l'équipage de Luffy dans One Piece.
Le symbole est revenu dans les manifestations au Mexique et ça en est devenu au point où en Indonésie, les symboles faisant référence à One Piece ont été interdits en manif. Et pour certains, cela va de soi parce que Luffy, c'est un pirate qui s'oppose à un gouvernement violent au service d'une élite qui méprise la population. Même si son personnage principal est méfiant envers tout ce qui est politique, ses actions font de lui un défenseur des populations opprimées. Après, il existe de nombreux débats sur le net pour déterminer de quelle nature politique est le manga, voire sur quel spectre politique serait tel ou tel personnage, et c'est pas près de disparaître avec le temps et les nouveaux chapitres. Bon, au moins on est heureux de ne pas être dans une année électorale parce que des mèmes autour de la politique, c'est à ce moment-là qu'il y en a des pelletés. Mais ça, on verra ça en 2027. Bon, parlons de l'autre gros morceau de l'année 2025. Les IA en 2025. Purée, on en a bouffé de l'IA cette année! L'an dernier, l'IA générative commençait déjà à faire partie de la pollution du net, que ce soit à travers les posts Facebook, les chansons sur Spotify ou les fausses vidéos sur YouTube, celles-ci devenant de plus en plus difficiles à détecter. Si le phénomène a l'air de s'être accentué, il a aussi envahi le réel, notre quotidien. Publicité, prospectus, objets de consommation courante, les industriels y ont vu un moyen facile de réduire les coûts et ça s'est senti. Alors, ce qui m'enrage le plus, c'est les catalogues de jouets pour enfants. Noël, c'est le seul moment de l'année où j'étais content de recevoir des prospectus, et même ça, ils me l'ont gâché. Mais bon, au sujet des mèmes internet, oui, j'ai eu tort. Ok. En effet, dans le bilan de l'année dernière, je disais que le taux de mèmes générés par IA n'avait pas vraiment explosé avec le temps, voire même que les gens s'en seraient lassés. A noter que les mèmes ayant pour origine une image par IA ont baissé à 2,6% là où ils étaient 7% l'an dernier, ce qui accentue mon impression que les gens ne les aiment pas. Et en 2026, le nombre de mèmes populaires étant lié à un contenu généré par IA a triplé, ce qui a dépité pas mal de monde. Pour ma défense, il est super difficile de prévoir ce qui va arriver au niveau de l'IA, la plupart des discours sur le sujet venant en partie de lobbies payés par des compagnies pour nous vendre encore plus d'IA. Et à dire, même les journalistes tech ne savent plus vraiment quel sera le futur face à l'IA. Selon mon interlocuteur ou la partie de la journée, ça pouvait changer du tout au tout. Du coup, je ne suis pas plus avancé qu'avant. Mais en vrai, j'ai l'impression que cette dichotomie extrême, elle s'est propagée à toute la société. Si on a eu une montée en puissance des gens qui utilisent les LLM pour des tâches de bureau de manière quotidienne, on a eu aussi une montée en puissance du rejet pour tout ce qui est généré par IA. En tout cas, que ça vous plaise ou non, il y a eu beaucoup de mèmes cette année qui avaient pour origine l'intelligence artificielle. En même temps, comparé aux dernières années où il fallait s'y connaître un poil en technique pour faire tourner DALL-E ou Midjourney, le fait que le grand public puisse accéder à de la génération d'images via ChatGPT, Claude, Grok ou Copilot a fait exploser leur utilisation, et ce malgré des mises en garde de plus en plus accrues quant à la pollution générée par leur utilisation. C'est pas grave si le résultat est limité à 2 essais, les gens se contentent souvent de la première image fournie par le LLM. Voire même à la fin de l'année, c'est devenu un énorme problème avec les images sexualisées fournies par Grok. Et ça fait vraiment partie de l'actualité actuelle. Comme ça fabrique des images sur mesure, pourquoi s'embêter à essayer de faire différent? D'ailleurs, chaque mode qui a suivi était calqué sur les avancées proposées par OpenAI. Quand quelqu'un a vu qu'on pouvait faire des images façon Pixar, tout le monde a fait du Pixar. Quand les LLM ont offert la possibilité de faire des dessins façon BD vintage, tout le monde s'est mis à faire de la BD vintage. Quand certains ont montré qu'on pouvait faire des petites figurines, tout LinkedIn s'est mis à faire des starter packs. Et quand on a eu la possibilité de faire des images qui singeaient le style d'Hayao Miyazaki, tout internet a dégueulé d'images dites Ghibli pendant des semaines. Des images qui ressemblent à un film de Hayao Miyazaki, oui, mais avec une couleur jaune pisse. En effet, plus le temps passe, plus les gens se sont aperçus que les images générées par les LLM devenaient jaunâtres. C'est dû à l'entraînement des machines les unes entre elles, effet dont j'avais parlé dans ma première vidéo sur les IA. En effet, les IA se nourrissent de ce qu'elles trouvent sur Internet. Or, sur Internet, il y a de plus en plus de contenu généré par des IA, ce qui va leur servir de modèle au point parfois de supplanter ce qu'elles avaient appris initialement. Ce qui fait que petit à petit, les IA deviennent de moins en moins imaginatives, vu qu'elles se basent sur de plus en plus de modèles
modèles qu'elles se refilent entre elles. Or, on en a eu les premiers effets visibles en 2025 avec des IA qui se sont mises à intégrer dans leurs jeux de données des images de plus en plus jaunes, ce qui a eu pour effet de polluer les jeux de données des IA suivantes et ainsi de suite. Une conséquence négative qui a été surnommée l'effet Habsbourg. Et si vous voulez savoir pourquoi un effet de dégénérescence des machines porte le nom d'une grande famille de nobles, vous pouvez voir cette vidéo que j'avais faite sur la généalogie des nobles européens. Une vidéo que j'avais faite à l'époque en début d'année pour me changer les idées et faire une vidéo qui ne parlerait pas d'IA. Sans savoir qu'elle allait me servir en fin d'année pour parler d'IA. Mais cette histoire de filtre jaune n'a pas empêché les gens d'utiliser l'IA pour faire des mèmes internet. On a eu le droit aux lapins qui font du trampoline, aux petites amies par IA, aux fruits en verre, aux bébés fruits qui mangent d'autres fruits, à VO3, aux vidéos de Sonic ou de Bob l'éponge en IA, aux Bird Game, et il y a eu aussi cette histoire de bébés par IA avec leur visage et leur rire malsain. Mais le truc fait par IA, l'énorme trou noir de 2025, qui a amené tout le monde à graviter autour de l'IA, ce sont les personnages de brainrot italiens. Ouais, on va pas faire l'impasse là-dessus. Le brainrot italien ou les animaux italiens par IA est un terme qui fait référence à des personnages créés par IA qui se sont fait connaître sur TikTok cette année. Ils apparaissent dans des vidéos racontées par une voix de synthèse en italien qui donne le nom des personnages ainsi qu'une description complètement absurde et pseudo-subversive. È molto raro trovare sulle coste di Bali una noce di cocco unica nel suo genere che contenga un capibara. Le même a commencé en janvier 2025 avec Tralala Lero Tralala, un requin qui porte des Nike, puis est venu Lirili Larila, un éléphant cactus qui traverse le désert, Brubreu Patapim, un singe avec une forêt sur la tête, ou Ballerina Cappuccina, une petite tasse. Puis d'autres pays les ont rejoints. On a eu le spin-off indonésien avec Tung Tunt Tung Saur, la batte géante qui tient une batte, Hotspot Bro, le squelette téléphone portable, ou Boneka Ambalabou, le serpent pneu. Les personnages ont d'autant plus facilement été déclinés et repris qu'ils n'appartenaient à personne, créant un slop énorme sur les plateformes de vidéos afin d'attirer des enfants avec des vidéos dites brainrot. Mais du coup, qui dit truc qui attire les enfants et truc qui n'appartient vraiment à personne, dit eh ben on peut faire plein de produits dérivés là-dessus. Les personnages de brainrot italiens ont connu une chier de produits dérivés en tout genre, principalement vendus sur les marchés, ce qui est d'autant plus facile à faire que le modèle étant fait à l'origine par IA, il est encore plus facile de demander à l'IA de le reproduire sur un t-shirt, un mug ou autre chose. Tout ce qui est brainrot, c'est bon, j'en ai vu. La dernière fois j'ai fait un bowling, j'ai vu des enfants avec des t-shirts brainrot. Oh là là. Ça y est, j'ai 600 ans. Je me suis dit, ça y est, j'entre dans la phase 3e âge. Je suis choqué par des t-shirts de mèmes d'enfants que je ne comprends pas. Par contre, marché parallèle oblige, il est impossible de savoir si ça s'est vendu autant que ça le prétend. D'ailleurs, ça y est, on est à la moitié de la vidéo. C'est donc l'heure d'aborder le fameux top 5. Le top 5 des autres mèmes de 2025. Bah oui, parce que malgré ce que j'ai dit, en 2025, il y a eu plein de mèmes qui n'étaient ni liés à la politique, ni faits par IA. Il y en a même un qui s'est fait remarquer justement parce qu'il n'était pas fait par IA. Je veux bien entendu parler de l'animal de l'année. Animal de l'année, le loup d'Intermarché. C'est pour ce genre de raison que mon top sort en février et non pas en décembre. Sinon, on loupe ce genre de mème. Tout commence avec une publicité pour Intermarché diffusée le 5 décembre lors de la coupure pub de l'émission Miss France. Miss France, c'est un petit peu quelque part notre Super Bowl à nous les Français. D'une durée de 2 minutes et 33 secondes, la pub montre un papa qui raconte une histoire à son enfant pour qu'il n'ait plus peur des loups. Celle d'un loup qui, pour se faire aimer, décide de se convertir au végétarisme, enfin avec un peu de poisson quand même. Petite pensée à tous les végétariens qui ont entendu cette phrase. Bah, tu manges pas de poisson, pourtant, c'est pas de la viande. Bon après, c'est une publicité, et une publicité pour un supermarché, ce qui représente un petit peu le niveau supérieur du commerce capitaliste. Donc c'est évident que ça ne va pas inventer le message le plus woke du monde. Voire même, si vous cherchez à mieux vous alimenter, bah, il y a de bien meilleurs endroits qu'un supermarché pour trouver de la bonne nourriture.
Mais bon, la pub a fonctionné, et si on en parle, c'est parce qu'elle a fonctionné pour une raison qu'elle n'avait pas du tout anticipée. La même année, les pubs McDo et Coca-Cola pour Noël s'étaient vautrées dans l'IA générative. C'était même assez flagrant avec la pub Coca-Cola où le camion changeait son nombre de roues à chaque plan. Et il s'avère que, comme je l'ai dit plus tôt, beaucoup de gens détestent l'IA. Comme je l'ai dit, l'IA était partout à Noël cette année, alors voir une publicité réalisée par un studio français, avec des vrais animateurs et une vraie direction artistique derrière, cela faisait plaisir, et même si le court-métrage était inspiré d'œuvres existantes, les gens ont salué le fait que la marque ait mis de l'argent sur la table au lieu de pondre facilement une vidéo par IA. La campagne a tellement été associée au rejet de l'IA qu'ils ont annulé un partenariat avec Photomaton qui proposait dans sa pub des visuels faits par IA. Déjà qu'il y a une partie du public qui rejette en bloc l'IA générative, quand il y a de l'argent derrière, cette partie devient encore plus énorme. On estime qu'une compagnie qui nous vend un produit doit avoir les moyens de payer des gens pour faire un travail un minimum correct. Là, ça paraît vraiment comme du foutage de gueule. Ainsi, aux USA, une expression issue de Star Wars est ressortie, celle de clunker, un terme qui, dans l'univers fictif, désigne les gens qui détestent les robots. Celui-ci était repris fièrement par les internautes pour désigner leur opposition envers les IA. Ceci dit, puisqu'on est dans l'image faite avec des mains, c'est le moment d'une nouvelle catégorie. Dessin de l'année, Frieren Looking Up. Ah oui, j'ai parlé d'une image faite à la main. J'ai jamais dit qu'elle était bien faite. C'est le 12 novembre 2025 que le redditeur SpaceDev1 a posté sur le subreddit consacré à l'excellent animé Frieren une image du personnage de Frieren sous un angle complètement foireux, ce qui lui donne un long cou, un menton déformé et une perspective ratée. Et aussi étrange que ça puisse paraître, cette image a rencontré un immense succès. Des retouches de l'image originelle vont apparaître dès le lendemain sur Reddit, faisant figurer soit la copy-pasta du Navy Seal, soit le crâne de Frieren tel qu'il devrait être. Puis ce fut une image d'un personnage inventé avec le même angle qui va démarrer les hostilités des parodies de cette image. Va s'en suivre un jeu consistant soit à représenter Frieren sous cet angle de manière plus ou moins flatteuse, soit à utiliser l'image originelle dans un autre contexte, soit à redessiner un autre personnage sous cette forme et avec le même angle. À vrai dire, le même est un mélange entre celui du fanart raté d'Harry Potter et celui consistant à redessiner Sailor Moon dans une pose particulière. Du reste, cela témoigne de la très grande popularité du manga et de l'anime Frieren, celui-ci étant quand même à ce jour l'anime le mieux noté du site MyAnimeList. Alors parlons d'une autre icône de l'année. Même français de l'année, le poisson Steve. Toutefois, avant de parler de notre ami qui a des bras et des jambes, une petite pensée pour un autre mème français qui a pas mal cartonné à la fin de l'année. Apparu à la fin du mois de novembre 2025, l'idée est de représenter un enfant qui vient de faire pipi au lit, mais de le faire parler comme s'il s'agissait d'une personne célèbre. Paris, 15e arrondissement, 19h35, j'ai uriné sur mon lit. Cet exercice de style s'est fait connaître avec Nicolas Sarkozy au moment où l'on entendait pas mal parler de lui suite à son incarcération. Non, j'ai fait pipi au lit. Quelle indélité, j'ai fait pipi au lit, et en plus la cuvette elle est trop haute, j'arrive pas à aller aux toilettes, maman s'il te plaît. Pour le coup, le dispositif est assez simple puisqu'il n'y a même pas besoin d'avoir un visuel de la personne, mais juste un acteur à contre-jour dans un encadrement de porte. Mais le plus drôle, c'est qu'il permet de parodier des trucs typiquement français, des politiques comme Macron ou Sarkozy, mais aussi Orelsan, Chantal Latsou, Jules, Mbappé et pas mal d'autres. Figure-toi que j'ai pissé au lit. Hé, je me suis pas retenu. J'ai pissé au lit. Bon, il est orange, il a des bras, des jambes, et puis depuis le temps, d'autres en ont parlé mieux que moi. Tout commence avec la streameuse Vix, dessinatrice de son état, qui pour faire de la pub pour son projet de BD, fait une petite animation avec son poisson, Steve, avec des bras et des jambes. L'animation est accompagnée d'une petite chanson par Tomo, un habitué d'internet, puisqu'il a participé au court-métrage de Théo Babac et à la Zizi Kaka mixtape. C'est court, catchy, stupide et tout simple, et en plus, le petit bonus, c'est l'espèce de faux départ un peu absurde. Steve le... Lancée sur TikTok le 3 avril, la vidéo va cumuler en à peine une semaine 12 millions de vues et être prise par des milliers d'internautes. Soit c'est la musique
qui va être changé pour être remixé dans tous les styles possibles, soit c'est Steve qui va être redessiné, voire rejoué, refait en peluche ou tatoué. Sur YouTube, Tomo va même prolonger la chanson en lui offrant un pont musical ainsi qu'un second couplet. Mais cette histoire, elle est super bien documentée, hein. Dès que ça a cartonné, on avait déjà des articles de 20 minutes ou de BFM TV sur cette histoire. Mais c'est quand même chouette de voir qu'un truc aussi simple que ça a cartonné, parce que j'ai entendu la chanson du Poisson Steve fredonnée par quelqu'un sur le parking d'une convention, et c'était très drôle. Je me souviens aussi qu'on a blagué là-dessus avec le serveur d'un karaoké. Le concept du Poisson Steve est tout simple, c'est un poisson orange avec des bras et des jambes, et la chanson ne fait dire que cela. Mais sur ce simple canevas, on peut baser tous les délires possibles, rendre le poisson mignon, méchant ou sexy. On peut changer son style de dessin ou le complexifier. Et le truc, c'est que c'est même pas trop compliqué à faire pour une IA générative. C'est même l'inverse. Tellement absurde et original, simple et mignon, qu'au fond, l'IA, elle n'aurait pas fait ça. Je pense même que c'est parce qu'on croulait à ce moment-là sous les starter packs et les images par IA qu'avoir d'un coup un poisson dessiné simplement avec une petite chanson absurde, ça a fait du bien. Steve peut maintenant rejoindre la cohorte de ses mascottes inventées par et pour Internet. Allez, on va continuer à parler d'animaux. Controverse de l'année, 100 hommes contre un gorille. Même si vous êtes très grand, très musclé et très entraîné, vous n'arriverez jamais à battre un gorille à main nue. En effet, un gorille c'est assez balèze. Une fois les bras dépliés et debout sur ses jambes, il peut mesurer jusqu'à 2,70 m pour un poids moyen de 250 kg. Et sachant qu'un gorille argenté peut soulever jusqu'à 815 kg, soit plus de 10 fois le poids d'un homme moyen, je ne vous raconte pas la gueule du souffle si jamais celui-ci devait vous coller une baffe. Mais malgré cette différence de gabarit manifeste, un sondage de 2023 établissait que 8% des Américains étaient persuadés de pouvoir en affronter un à main nue. Et pourtant, cette idée saugrenue de se battre contre un animal qui ne vous a rien demandé a pourtant donné lieu à deux mèmes. La première fois, c'est dans une copypasta qui circule depuis quasiment 10 ans sur internet à un endroit où quelqu'un débarque sur un forum pour dire « Je pourrais battre un gorille à main nue ». Sans blague. Je pratique la MMA depuis 6 ans et la boxe depuis 7, donc je pense que je pourrais. En plus, je pratique la muscu depuis 4 ans et je fais 1m87 pour 86 kg. Je possède une vitesse et des réflexes hors du commun. Il suffit juste que j'attende qu'il me charge, je l'esquive, je lui balance quelques pains. Il faut pas le laisser filer. Si tu fais la moindre erreur, il est parti. Bon, il y aura toujours des puceaux pour penser que c'est impossible. Mais rien n'est impossible quand on a la volonté, les amis. Même si t'iras pas très loin avec ton corps de lâche. N'importe qui d'un peu entraîné peut battre un gorille au couteau. Ça doit pas être plus compliqué de le battre à main nue. Ça requiert juste un peu plus de technique. Après, c'est tout l'esprit des copypasta provoqués en balançant un truc absurde. Mais pourtant, plus ça va, plus j'ai l'impression que l'idée de se battre contre un gorille s'est incrustée dans l'inconscient collectif du net. Du coup, c'est pas si étonnant qu'un débat ait commencé à enflammer le net à partir du 25 avril dernier. À savoir que si un homme ne peut pas battre un gorille, est-ce que 100 hommes le peuvent? Tout est parti d'un tweet de Dream Chasn Mike qui disait en substance « Je pense que 100 mecs peuvent battre un gorille. Suffit juste que tout le monde soit super motivé. » Et le délire a amené de nombreux débats tournant à la fois sur les techniques à adopter, sur le nombre de gens vraiment nécessaires, sur la possibilité que certains s'enfuient ou meurent, ou que le gorille finisse par partir. Certains ont fait des croquis, d'autres des plans de guerre et des simulations. Une liste de 100 célébrités faisant partie de l'escouade parfaite contre le gorille a commencé à circuler avec des gens comme John Cena, The Rock, Tom Hardy ou Snoop Dogg. L'histoire est allée tellement loin qu'elle a attiré l'attention du youtubeur MrBeast qui a publié une fausse miniature dégueulasse montrant un gorille face à 100 hommes et celui-ci ironisait sur le fait qu'il cherchait des volontaires. Et ça a arrêté de faire marrer tout le monde lorsqu'on a réalisé qu'il serait totalement capable d'organiser ça. Mais j'aime bien ce mème parce qu'il renvoie à un truc fondamental d'internet, avoir des débats idiots. Surtout le moment où tout le monde mobilise son intelligence sur une question rhétorique à la limite de l'absurde. Ça donne souvent des grands moments de shitpost.
On a énormément mobilisé notre intelligence sur des tas de conneries. On s'est demandé de quelle façon les chiens porteraient des pantalons s'ils devenaient humains. Dans quel sens mettre le rouleau de papier toilette. Si une robe était bleue ou blanche. Pourquoi Actarus faisait 2 rotations lorsqu'il faisait un transfert à l'intérieur de Goldorak. Et surtout, qui était au téléphone. Mais après, on peut être navré que ce débat se fasse au détriment des gorilles, qui malgré leur force de brutasse, sont des créatures assez paisibles du moment qu'on ne les gêne pas. Bon, il est temps de parler du mème qui me semble le plus important de l'année 2025, mais avant cela, quelques mentions honorables et autres mèmes dont je ne vous ai pas parlé dans cette vidéo. Balancer ses batteries de voiture à la flotte. Laura Farming. Uma Musume. Cave Divers. Clair-Obscur, Expédition 33. Le CEO qui s'est fait gauler à tromper sa femme dans un concert de Coldplay. But you can prove it. Chicken Jockey, Job Application Forms, Asgore Running Over Death, et les mêmes sur les nouveaux chapitres de Deltarune en règle générale. W Place et ses batailles, Squid Game saison 3, le lapin d'Alice, les labubus, la mode du POV, alors que 95% du temps, ça n'est pas du POV, ça veut dire point of view, ça veut dire que tu regardes le truc... Bon, bref. Et le retour de Clippy. Et le meilleur mème de l'année 2025 est le méta-agenda des mèmes. Vous vous demandez peut-être pourquoi vous n'en avez jamais entendu parler. C'est normal, c'est un terme que j'ai inventé. Oui, bon, une bonne explication à cela, c'est que cela réunit plusieurs mèmes qui se répondent entre eux. Tout a commencé en mars 2025 lorsqu'un TikToker a expliqué que l'on traversait une période où les bons mèmes internet étaient devenus rares. It has been, 9 days into March and we haven't had a single original meme. La remarque a fait son trou au point de devenir un mème en soi, les gens se mettant à invoquer une sorte de Great Meme Depression ou grande pénurie de mèmes, un moment historique où les mèmes seraient entrés dans une phase de récession. Les mèmes seraient devenus une denrée rare que l'on a du mal à extraire et dont on manquerait. Mais derrière la vanne, il y a quand même quelque chose de vrai. Certains ne se reconnaissent plus dans les mèmes qui apparaissent. Et ça n'est pas pour rien que j'ai fait une section spéciale qui parlait des mèmes faits par IA. La grande pénurie de mèmes, elle arrive au moment où tous les mèmes de type brainrot par IA, du style tung 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 saour ou tralalero tralalera, cartonnaient. Le fait est qu'une grande partie des internautes ne se reconnaissent plus dans les mèmes actuels et dans ce qui fait marrer les plus jeunes. Et cette trend, elle est aussi présente au cours de l'année avec celle sur les chiffres 6 et 7. Initié par les paroles de la chanson de hip-hop Doute Doute de Skrilla, le nombre 67 ou la succession du chiffre 6 et du chiffre 7 est devenu une sorte de blague, un peu comme le 69, le 42, le 421 ou tout autre chiffre célèbre. Sauf que là, il n'y a pas vraiment de signification plus profonde que cela. Ça ne fait aucunement référence à de la drogue, du sexe ou à un livre devenu culte. D'où un point de tension entre ceux qui ne pouvaient pas voir ce chiffre en peinture, estimaient que c'était un mème de forceur, et ceux qui ont utilisé ces deux chiffres justement parce que cela vient de nulle part, que c'est drôle, quitte à en faire même un signe de la main. Ainsi, le week-end du 6 et 7 septembre a fait exploser la popularité de ce mème. Et il y a eu des tentatives de forcer sur d'autres chiffres, comme le 41, le 93 ou le 61, mais cela n'a pas réussi. Et cette tension s'est traduite par un dernier mème qui est arrivé actuellement. À la fin de l'année 2025, vers octobre, des internautes ont entamé une prophétie, celle du grand reboot des mèmes de 2026. Adieu les mèmes brainrot, bonjour les bons vieux mèmes d'il y a 10 ans, les Advice Animal, les Big Chungus, Uganon Knuckle et compagnie. Le phénomène a même tenté de percer durant les premiers jours de janvier 2026, accompagné par une obsession pour les mèmes de 2016. Oui, ça dépasse un peu le cadre de l'année 2025, mais ça donne un bon exemple de quoi je parle. Et puis ça me donne une bonne raison de sortir cette vidéo en janvier, ou en février. À vrai dire, au moment où je tourne, je ne sais pas si j'arriverai à sortir la vidéo avant la fin du mois. Du reste, je trouve qu'on est dans un moment très intéressant. Des gens sont complètement dépassés par les mèmes internet actuels. Comme ils ne les comprennent plus, ils le disent en faisant des mèmes internet. Du coup, ça donne une nouvelle tendance où parler de l'évolution des mèmes est devenu un mème à part. Même si au fond, le message n'a rien de nouveau. On est sur des gens qui découvrent qu'ils ne sont plus à la page, qu'il existe une partie du web à laquelle ils sont complètement déconnectés et qui le vivent mal.
C'est rigolo parce qu'il y avait déjà ce rejet il y a 10 ou 15 ans. Big Chungus, par exemple, c'était déjà à son époque un mème qui ne voulait pas dire grand chose et sur lequel des gens forçaient pour le mettre partout. Je veux dire, c'est un mème que je n'aimais pas particulièrement et la preuve, je n'ai fait aucune vidéo là-dessus. Et c'est vraiment étrange que maintenant il soit la représentation pour certains des mèmes du bon vieux temps. En fait, tout est cyclique. Ce qu'on appelle brainrot maintenant, bah c'est ce que d'autres appelaient shitpost à une autre époque. Il faut se faire une raison, plus le temps passe, moins on sera en phase avec certains trucs de jeunes, et c'est pas grave. En me relisant, je me rends compte que certains pourraient interpréter ce que je dis par « si tu n'aimes pas les images par IA, t'es un vieux réac », alors que ça n'est pas du tout ce que je veux dire. On peut avoir un sentiment de rejet et qu'il soit justifié. Après tout, c'est pas parce que des jeunes sont à fond sur un truc que ce truc est bien ou sera réhabilité par le temps. Néanmoins, à une époque, cette angoisse se faisait sur un autre médium. Les journaux crachaient sur la radio a craché sur la télévision, et la télévision a craché sur Internet. Et faute d'un nouveau médium, les internautes d'une certaine zone d'Internet crachent sur les internautes d'une autre zone. Alors oui, je comprends les gens qui disent que bah non, c'est pas pareil. L'IA, c'est une technologie contestable et anxiogène. Il faut se mettre dans l'idée que pour d'autres, en fait, c'est pas un problème du tout. Et moi, je suis même pas là pour en juger. Lorsque j'ai dit sur Blue Sky que 10% des mèmes de 2025 ont un rapport avec les IA, j'ai senti une vague de malaise et plusieurs personnes m'ont dit qu'ils avaient vraiment du mal avec les mèmes actuels. Mais en fait, c'est être pessimiste. Parce que si c'est 10%, ça veut dire qu'il y a 90% des mèmes qui n'ont aucun rapport avec les IA et qu'il reste beaucoup de coins sur Internet où une autre forme de créativité existe. Je trouve ça un peu trop facile d'être malheureux sur Internet. Tu vois, c'est un peu aller dans le courant que dire ok, c'est bon, on nous a retiré les choses sympas du web et maintenant c'est comme ça. Moi au contraire, je pense qu'il faut qu'on se batte pour cette joie en ligne. Ouais. Le grand web mondialisé, oui, lui il est dominé par les méga plateformes avec leur logique et tout ce que ça apporte de délétère, mais le petit web weird, il existe toujours, il existera toujours, tu peux pas le faire mourir, c'est comme les fanzines, c'est comme toutes ces pratiques alternatives. Et moi c'est ça qui me fait kiffer en ligne et en fait c'est possible et ça existe, on me le prendra pas. À titre personnel, je sais que je vais avoir de plus en plus de mal à comprendre ce qui fonctionne cette année. Et je le sais parce que j'ai abandonné certains espaces. Je n'ai pas vraiment le temps pour traîner sur TikTok et je ne suis plus sur le site qu'on appelait Twitter parce que je trouve que c'est une poubelle à merde. Et du coup, j'accepte de n'entendre parler de certains mèmes que via les sites consacrés à ça, comme New Your Meme. Et ça ne me gêne pas plus que ça. Et il y a aussi le fait que, il y a 8 mois, j'ai démarré une activité en plus de ma chaîne YouTube afin de me rémunérer et que du coup, j'ai vachement moins de temps pour faire des études sur les mèmes internet. Alors, regardez ma chaîne, c'est une catastrophe, j'ai fait 3 vidéos dans l'année 2025 et c'était pourtant pas l'envie qui manquait, mais entre le boulot à mi-temps et mon fils, j'ai plus le temps pour grand chose. D'ailleurs, une bonne nouvelle, c'est que mon contrat se finit vers mars. Après, à ce moment-là, j'aurai peut-être plus de temps pour faire des vidéos, mais j'aurai peut-être des gros problèmes d'argent. À vrai dire, une partie de mon futur va dépendre de dans quelle case la CAF va mettre mon foyer. On est en train d'étudier ça et c'est juste super angoissant. C'est Maddoc du montage, c'est pour vous dire qu'entre le moment où j'ai tourné cette vidéo et le moment où je suis en train de la monter, j'ai eu la réponse de la CAF et c'est non, je n'aurai pas le droit à la prime d'activité auquel j'avais droit l'an dernier. Donc il va falloir retrouver une activité à côté, d'autant plus que les dons ont chuté ces derniers temps. Vu que je n'ai pas fait de vidéo en décembre ni en janvier et qu'en plus ça va arriver tard en février, là les dons sur Tipeee ont chuté de 20%. Ils sont restés stables sur Patreon pour une raison j'ignore. Donc le fait que je n'ai plus d'activité en mars, le truc qui est cool c'est que va peut-être y avoir plus de vidéos qui vont sortir. Ça c'est cool, je vais avoir plus de temps pour les faire. Par contre le problème c'est que j'ai pas une thune pour les faire. Et donc du coup il est relativement probable que j'essaye de retrouver une autre activité à côté. Moi j'aimerais bien un mi-temps pour pouvoir faire des vidéos en même temps. Mais le problème est que ça dépend de comment ça va être payé. On verra bien. De toute façon là je suis lancé. La chaîne d'exister et de remplacer
l'ordinateur que j'avais depuis 10 ans, qui ramait, qui ne passait pas à Windows 11, et ce, pile avant la crise de la mémoire RAM. Je tiens tellement à vous remercier pour être si fidèle à une chaîne dont le contenu est pourtant très peu régulier et c'est pas faute d'avoir envie. Et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas, allez sur Patreon et Tipeee. Vous pouvez m'aider à partir d'1 € par mois. Je vous souhaite, avec énormément de retard, une très très bonne année 2026 à vous tous. Prenez soin de vous et à la prochaine.